Commençons en douceur. Voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Excellent. Ça fait longtemps ? Bah oui, j'ai l'impression que ça fait Très longtemps. longtemps. Bah oui, mais j'avais hâte qu'on refasse un podcast tous ensemble. À côté de vous se tient notre invité du jour, Douglas Attal. Comment vas-tu ? Ça va super, très content d'être là. Bah cool. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, alors je suis Douglas Attal, je suis réalisateur. Mon premier film, Comment je suis devenu super-héros, sort le 9 juillet sur Netflix. Voilà, c'est un film de super-héros français avec Pio Marmaille, Vima Laponce, Leila Bekti, Benoît Poulvord, Swan Arlo. Et voilà. C'est donc un film de super-héros. Alors pour rester dans le ton, on va aujourd'hui s'intéresser à Iron Man. Sorti en 2008, Iron Man est réalisé par Jon Favreau, que l'on connaît comme acteur, puisqu'il a joué dans Very Bad Things, Deep Impact ou encore Daredevil, mais aussi en tant que réalisateur, puisqu'il a mis en scène les deux premiers Iron Man, donc, mais également Elf avec Will Ferrell, Le Dernier Roi Lion ou encore Cowboy versus Envahisseur. Ce premier Iron Man est porté à l'écran par Robert Downey Jr. Il raconte l'histoire de Tony Stark, milliardaire et inventeur, qui se retrouve capturé par un groupe de terroristes afghans pour ne pas spoiler les rares qui ne l'ont pas vu. Énorme carton au box-office et premier opus de l'univers cinématographique Marvel, ce film présente pour ceux qui ignoraient à l'époque son existence le personnage d'Iron Man, super-héros créé par Stan Lee et à un degré moindre Jack Kirby il y a plus de 58 ans. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Douglas. D'ailleurs au passage, Douglas c'est plutôt cool comme prénom. Enfin, pour serrer des meufs au collège, plus que Jean-Baptiste en tout cas. Non ? Je sais pas si ça m'a vraiment aidé, mais Si ça aide en général. Mais je m'appelle Douglas. Petite anecdote, quand j'ai proposé mon film à Benoît Poulvord, il m'a dit oui parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un pote qui s'appelle Doug. Bah tu vois, voilà, ça aide. Tu vois que ça aide. C'est un peu Tony Stark, c'est stylé quoi. Alors c'est quoi ton premier souvenir d'Iron Man ? Du film, je l'ai vu en salle à sa sortie. J'en garde pas un souvenir de ouf en salle, mais par contre, à chaque fois que je le revois, je le trouve de meilleur à chaque fois, quoi. J'aime beaucoup le film. Guillaume ? Et bien moi, c'était avant-hier. Bah oui. Figurez-vous, parce que je l'avais jamais vu. Et T'aimes ça les super-héros toi ? Non, en plus, alors déjà, ça parle là, parce que bon, c'est pas trop mon truc, mais j'ai trouvé ça, je l'aime pas en fait. Mais je l'aime pas, le personnage, je l'aime pas. Le film ou le personnage ? Non, le personnage. Ah, tu aimes pas ? Tony Stark, je dis, ok, il se la pète, il est arrogant. Tu sais, j'arrive pas à m'attacher, tu vois. Je le vois pas de faille, tu sais, il m'énerve un peu. Et j'ai trouvé un peu ce truc, genre, je vends des armes. Attends, parfois, il y a des méchants qui utilisent mes armes. Bon, attends, je vais arrêter de vendre des armes alors. Non, mais attends, c'est pas possible. T'as pris ce film beaucoup trop au sérieux. Mais non, mais bon. Et voilà, non, mais j'ai pas trop. Le début est cool. Le début est cool. Déjà, ça commence sur Back in Black d'ACDC. Oui, la soundtrack te fait plaisir. Ça termine sur Black Sabbath, évidemment. La soundtrack est cool. Non, j'ai trouvé des bons côtés, mais globalement, je me suis fait... Bon, je n'ai pas trop aimé, quoi. Désolé. Ouais, merci de casser l'ambiance. J'ai cassé l'ambiance, pardon. Bon, on se casse, allez, salut. Aurélien. Pareil, moi je l'ai vu en salle. Moi j'étais content parce que, étant grand fan de comics et de Marvel, pour moi, c'est le premier film où on commençait à voir ce qu'on avait vu ce que j'avais vu dans les bulles et dans les comics quand j'étais petit, quoi. Je commençais à voir vraiment les trucs qui me plaisaient. Il y avait eu Spider-Man et tout, mais il y avait des fois où ça s'écartait trop. Enfin, on voyait, il y avait de la réalisation en plus, et je voyais pas le moment où ils allaient en créer un univers. Là, je me suis dit, ok, tu commences à voir un peu Nick Fury et tout. Je fais, ça y est, ils vont tout relier. Ils ont enfin compris que c'était ça la force des comics, quoi. Donc, je voyais surtout ça. Et après, quand même, à l'époque, Robert Downey Jr., je le prenais pour un sombre balai. Là, sur ce film, il m'a fait rêver, tu vois. Je me suis dit, ça y est, peut-être qu'on a un nouveau, un peu style Harrison Ford, un peu, tu sais, genre anti-héros. Kurt Russell, il est là, mais il aime pas trop être là. Il en fait trop, mais en même temps, il se fout de la gueule de tout le monde. Et c'est un génie, et il le sait, et donc c'est un connard. Et moi, je me suis dit, c'est cool d'avoir ça comme personnage principal pour relancer tout Marvel, tu vois. Ça, je trouvais ça sympa. Plus Stan Lee et tout. Enfin, je me suis dit, quand même, il y a peut-être un début d'étincelle de, ça y est, ça va être génial. Et ça l'a été pendant 3-4 ans, et après, bon, ça s'est tassé normalement, mais c'est un peu le début de, waouh, il va se passer un truc, peut-être que c'est là que les comics vont enfin devenir un énorme truc de cinéma. Mais je pense que si ce film n'avait pas été réussi, il n'y aurait pas eu tout ça derrière. Et je pense que, enfin voilà, grâce à, justement, tu parlais de Robert Downey Jr., grâce à ce personnage, à cet acteur ils ont génial, tout construit ils ont construit un univers énorme autour. Et je pense que quand même, c'est parce que le film est vraiment réussi, quoi. Grave, et c'est inespéré presque, j'ai envie de dire, parce que c'est un coup de poker de choisir ce mec.
Enfin, c'est assez fou parce qu'ils avaient ce délire de vraiment choisir que des acteurs qui étaient pas trop identifiés, un peu comme dans Star Wars et tout, en se disant comme ça, on va pas projeter déjà l'ambiance de l'acteur dedans. Et là, c'était un coup de poker, le mec. Bon, bref. Mais c'est vrai que quand Jon Favreau est venu voir le studio en disant je veux que ce soit Robert Downey Jr. qui est un ancien cam et tout, on a dû le prendre pour un ouf. Oui, c'est sûr. Et tu vois, 10 ans après, 15 ans après, voilà, tout le monde veut qu'ils refassent encore des films. Ça veut dire qu'ils ont gagné un truc qui était quand même assez énorme. Et ça, c'est cool. Moi, j'ai pas grandi avec l'univers comics, Marvel, etc. C'est-à-dire que je connaissais pratiquement rien. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez grandi, vous, avec ça, avec les comics, etc. Parce que toi, apparemment, oui. Ouais. Mais moi, je savais même pas où est-ce qu'on pouvait se procurer ça quand j'étais ado ou enfant, quoi. Tu sais, il y avait des magazines mensuels Strange. Ouais. Dans lequel tu avais des séries. Il y avait Titan aussi, il y en avait pas. Ouais, Titan, Nova, moi j'achetais tout en fait. Ouais, avec mon frère, moi j'achetais Nova, Strange, mon frère il achetait Titan et je sais plus quel autre truc, Spécial Strange. Ouais, à fond. Et donc on lisait tout et en fait, bah, c'était une façon pour les Français d'avoir les séries qui toutes les semaines sortaient en fascicule aux US. Donc moi j'ai pas du tout cette culture-là, je l'ai compris très tard. Mais par contre, j'étais à fond de Strange et d'ailleurs je comprenais pas trop les liaisons entre les séries parce que des fois il y en avait pas. Parce qu'ils récupéraient des séries des fois qui étaient même pas dans les mêmes espaces-temps, dans les mêmes, enfin, les trucs qui datent des années 80, de 92 et tout. Mais j'ai passé 4-5 ans à suivre ça, notamment Hulk. J'étais à balle de Hulk. J'avais acheté tous les VI de Hulk. Non, mais moi, donc, du coup, j'ai pas grandi avec ça. Et le film, je l'ai vu, j'arrivais à Montréal, je l'avais loué au vidéoclub là-bas. Et moi, j'avais vraiment aimé. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste mon Marvel préféré, le premier Iron Man. J'ai un peu un fait pour le personnage d'Ant-Man, mais tout le monde déteste apparemment. Non, t'es fou, j'adore. Bah, moi aussi, j'aime bien. Ouais. Voilà, quand je dis Ant-Man, les gens disent ouais, c'est vraiment un des plus nuls et tout machin. Moi, j'adore Ant-Man, je trouve ça cool. Alors qu'en plus, c'est un des premiers Avengers. Et c'est un des premiers personnages qu'ils ont inventé. En plus, je suis fan de Paul Rudd, donc tu vois. Ouais, non, mais non, j'avais trouvé ça vraiment bien. Et moi, vraiment, ce qui m'avait marqué, c'était l'intro. Je trouvais qu'il y avait un petit côté film des années 80-90 en mode je suis dans une grotte, je vais me créer un truc tout seul, etc. Je vais tous les défoncer et tout. Ouais. Il y avait un côté un peu que je trouvais ça un peu jouissif. Il y a un peu un côté True Lies, non? Ouais, voilà. Avec les terroristes et tout, et en même temps c'est un peu too much, et on y croit, mais on n'y croit pas trop. Et il est pas d'accord, le frérot. Guillaume, il est pas d'accord, il a pas aimé, il est pas content. Non, je suis il adore True Lies. Il est vrai qu'il est ronchon, il est pas content. Imagine, on met Schwarzenegger à la place de Robert Downey Jr. T'adores. Mais d'accord, mais oui. C'est génial. Mais non, effectivement. Non, mais c'est plus le perso qui m'a énervé. Il est pas content. Justement, on parlait des persos Marvel. Est-ce que dans cet univers Marvel, vous avez un perso préféré, Douglas? Si tu dois en ressortir qu'un dans l'univers Marvel. J'avoue, j'aime bien Hulk aussi. Ouais. J'aime bien le côté un peu schizo de ce personnage, toute la psychologie du perso et tout. Ouais, je crois que ce serait mon Marvel préféré, ouais. Et alors, tu préfères avec quel acteur Hulk? J'aime bien ce qu'il a fait, Edward Norton, dans le premier Hulk, même si le film, je le trouve pas parfait. Mais Edward Norton, je le trouve vraiment très très bon dans le rôle, ouais. Ouais, c'est vrai. Et toi, Aurélien, c'est Hulk? C'est Hulk que j'ai beaucoup suivi quand j'étais petit. Après, je pense que mon préféré, en fait, moi, c'est quand ça devient galactique que j'adore. Donc, le surfeur d'argent, Silver Surfer, il y a un délire, genre, ça devient presque de la physique quantique, tu vois. Ils sont en train de toucher au truc un peu dans les films avec Doctor Strange, où ils essaient d'aller là, vers Gardien Galaxy aussi. Mais je pense que Silver Surfer, tu sais, c'est le mec qui se bat contre des planètes. Enfin, et c'est l'esclave d'un mec qui mange des planètes. Bon, bah, quand t'arrives à ce niveau, en fait, c'est même plus, tu sais, tu sors il fait du surf, quoi. Ouais, et puis, bah, il surfe entre les planètes, mec. Oui, c'est ça. Et en plus, tu vois, c'est devenu, enfin, il y a une bande dessinée qui a influencé Moebius, que Moebius a redessiné pour, donc ça a touché vraiment l'Europe. C'est le moment où les comics ont vraiment touché l'Europe. Donc moi, Silver Surfer, je pense que c'est mon préf. Et toi, Guillaume? Moi, c'était, déjà, Hulk, quand on était petit, il y avait la série à la télé, que j'adorais. Avec Lou Ferrigno. Ouais. Mais c'est plutôt Wolverine, moi, pour moi. Parce que Wolverine, c'est... il s'appelait Serval en français. Serval, ouais, c'est vrai. Mais j'avais les romans, tu sais, Marvel, ils faisaient les Strange, etc. Ils avaient les romans spéciaux Marvel, et c'était une BD en entier. J'en avais deux, j'avais ou Possession avec Wolverine qui devenait fou et qui bavait, etc. Trop bien. Et j'en avais une autre qui s'appelait Machine X, et c'est les débuts de Wolverine. Trop bien, Weapon X. Où en fait, avant, c'est comment il s'est créé, etc. Je trouve ça trop bien. Et j'adorais ce côté coup de griffe, quoi. Méga vénère et tout. Je trouvais un peu vénère, un peu badass avec ses pattes et tout. Je trouve ça cool. Comme ce que t'as fait tout à l'heure avec Robert Downey Jr., t'as me fait un coup de griffe. Ouais, j'ai fait un coup de griffe. T'étais pas content, t'as fait un coup de griffe. Mais c'est ce qu'ils ont réussi à retranscrire un peu dans Logan. C'est un gros matou. Dans le film Logan, ils ont un peu retranscrit cet esprit-là. Ouais. Cool. Alors Aurélien, avant la sortie d'Iron Man, Robert Downey Jr. était un acteur reconnu et respecté, mais ce film l'a vraiment érigé au rang de star mondiale. Pourtant, il aurait pu ne jamais atteindre ce statut, tant son parcours a été tortueux. Lui qui partage une histoire presque parallèle à celle de Mel Gibson, personnage important dans sa carrière.
Et ouais, c'est vrai que j'ai découvert quand tu m'as montré ça, JB, je ne savais pas du tout. Mais c'est vrai que Mel Gibson et Robert Downey Jr. ont une trajectoire quasiment parallèle. C'est un peu des foufous d'Hollywood, des mecs un peu, genre, comment dire, qui sortent des limites. Et en fait, ils font un film ensemble en 1990, Air America, qui est vendu comme un buddy movie, alors que c'est pas du tout un buddy movie. C'est déjà un film où il y a plein de sous-textes et d'histoires sur des ventes d'armes notamment et des conflits dans le monde. Donc c'est assez pointu et dur. Et en fait, c'est presque, on va dire, un marqueur de leurs deux carrières, j'ai l'impression, où en fait on les a enfermés dans des rôles et eux, ils sont tout sauf enfermés dans des rôles. Ils ont chacun des addictions assez fortes. Et quand ils ont des addictions, ils partent en couille en fait. Et je pense que pendant ce film, ils se rendent compte que c'est des aimants quoi. Genre ils sont un peu pareils. Et à partir de 1990, et donc ce film Air America, ils vont plus trop se lâcher. Et ils vont se donner des petits coups de pouce à des moments où ils vont être un peu chacun dans les ennuis. Et le premier à qui ça va arriver, c'est Robert Downey Jr. Parce qu'en fait, juste après Air America, il va avoir un gros coup de pouce avec le film Chaplin, je sais pas si vous l'avez vu, où il joue la vie de Charlie Chaplin, qui vaudra quand même une nomination aux Oscars. Il sera nommé aux Oscars pour ce film, donc vraiment tout le monde le met, enfin ça y est, c'est le mec nouveau jeune premier du début des années 90, tout le monde vote, enfin c'est comme t'aurais dit, je sais pas, Brad Pitt, Johnny Depp, c'était potentiellement le prochain quoi. Sauf que il a une histoire quand même très sombre où a priori son père l'a initié aux drogues dures assez tôt dans sa jeunesse, il parlait même de avant 10 ans. Donc le mec est addict depuis toujours en fait. Et donc il fait des grosses sinusoïdales dans sa vie et il y a des moments où il est addict très très dur. Et ce jeu en fait qu'on retrouve un peu dans le personnage de Tony Stark, d'être too much, d'en faire trop et d'être en fait complètement défoncé à la cocaïne 90% du temps, ça le rattrape dans les années 90 et à partir de 96, tous ses projets partent en sucette. Soit il n'arrive pas à les faire parce qu'il fait des petits allers-retours en prison, soit en fait Hollywood ils veulent pas mettre de l'argent sur lui donc il rate des rôles, soit à un moment il a carrément un problème, c'est que les assurances ne veulent plus assurer les films dans lesquels il est parce qu'ils disent il va partir et en fait on va perdre voilà l'argent quoi. Donc en 99 c'est vraiment le top de son pire. Il est vraiment dans la merde et qui c'est qui va venir le chercher? C'est Mel Gibson qui lui dit, qui lui trouve un manager, qui l'aide en plus à trouver des rôles. Il a un rôle dans la série Ally McBeal qui va le relancer à un moment où il était vraiment dans la merde. Il fait une sorte d'apparition incroyable en 2000, je crois, dans la série. Pour le coup, tout le monde parle de lui. Ça lui fait une grosse pub. Sauf que lui, en même temps, il dit, franchement, j'ai jamais été aussi mal de ma vie, même pendant le tournage. C'était le pire tournage de l'histoire, tu vois. Mais Hollywood commence à s'intéresser à lui et Mel Gibson monte un Hamlet à Los Angeles de théâtre et il veut que Hamlet, ça soit Robert Downey Jr. Et il met en scène le truc et tout. Donc il commence à vouloir faire ça. Il dit ouais, c'est mon premier truc. Mel Gibson, mise en scène, Shakespeare, Hamlet et tout. Mais repatatras, le mec se fait arrêter en possession, etc. Donc ils peuvent plus monter la pièce de théâtre. Il lâche l'affaire. Repatatras, il a un nouveau rôle qui se dessine pour un film qui s'appelle The Singing Detective en 2003 avec un ami à lui, sauf que personne ne veut mettre de l'argent. Qui c'est qui va mettre l'argent de la caution en gros pour l'assurance pour être sûr qu'ils viennent? C'est Mel Gibson qui va claquer une sacrée thune pour juste dire voilà, je mets de l'argent sur Robert, il va venir. Et en fait, c'est ça qui va le relancer. Parce que ce film et le fait que Mel Gibson lui donne un coup de pouce à ce moment-là, ça va lui offrir plus de possibilités. Il va se mettre avec le producteur Joel Silver, qui va le mettre dans pas mal de films, dont le fameux Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black avec Val Kilmer, où il joue un Joel détective. Silver, qui est le producteur de Die Hard, L'Arme Fatale, tous ces grands films. Et Speed Predator, aussi, je crois, non? C'est pas lui qui a fait Speed? Ouais, Speed aussi. Ouais. Donc grand spécialiste des films d'action, et donc il le met avec Shane Black, qui est d'ailleurs un lien aussi avec Mel Gibson, parce que Shane Black était le scénariste de L'Arme Fatale. Donc ça fait comme ça une liaison. Et d'ailleurs Shane Black sera le réalisateur de Iron Man 3. Donc c'est un peu une petite... Et Shane Black est aussi pas mal dans les excès, donc je pense que c'est une équipe des excès là. Et en fait c'est ça qui va le relancer, parce que là on est en 2006, Kiss Kiss Bang Bang, ça marche bien au niveau critique, c'est un bon film d'action, et il commence à avoir ce côté où il a un peu un retour sur lui-même, il fait de l'humour sur son propre personnage, où son personnage est un peu
too much, il lui arrive plein de trucs, et en même temps, l'histoire, elle est folle. Val Kilmer est exceptionnel aussi dans ce film, je vous le recommande à fond. Et juste après, c'est en voyant ce film que Jon Favreau dit ok, je pense que j'ai trouvé mon Iron Man, et qui commence à construire un film sur Iron Man en tant que, enfin Robert Downey Jr. en tant qu'Iron Man. Et les studios sont là, genre, c'est chelou. Il fait, regardez Kiss Kiss Bang Bang, regardez, Joel Silver il le suit, Mel Gibson il fait de la thune, etc. Et donc, il se retrouve à l'inverse, où Robert Downey Jr. devient l'énorme star avec Iron Man. Derrière, il fait Sherlock Holmes, il en fait 2. En même temps, il fait Tropic Thunder avec Ben Stiller. Ben Stiller qui le pousse à jouer des rôles de composition de fou, où il joue, enfin, on sait, il fait une sorte de blackface un peu chelou, mais tourné avec, enfin, tout le monde le reprend pour un acteur, et tout le monde en plus le remet en disant c'est l'acteur ultime, tu peux le faire jouer n'importe quoi, c'est le mec, Robert De Niro maintenant, tu vois, dans la tête des gens. Et à ce moment-là, ça va se retourner, et ça va être Robert Downey Jr. qui va en fait donner de la force à Mel Gibson, parce qu'à ce moment-là, Mel Gibson il est un peu dans la merde. Il a son accident beaucoup dans la merde. Il a son accident de bagnole, il a ce truc où il est bourré, il insulte les flics avec des propos antisémites. Il a son film sur Jésus qui est passé pour aussi un truc antisémite, suivi de Apocalypto qui est passé. Enfin, plus personne comprend son délire. Et il y a 2 personnes qui vont l'aider. Mel Gibson, c'est Jodie Foster et Robert Downey Jr. Parce que Robert Downey Jr. en 2011, donc vraiment le moment où ça y est, lui c'est la rédemption totale. Il dit ça fait plus de 7 ans que j'ai pas touché à une seule drogue. C'est devenu la nouvelle Resta, quoi. Et le jour où il reçoit un prix très spécial, il demande à ce que ce soit Mel Gibson qui lui donne. Et il fait tout un discours en disant j'aimerais que Hollywood pardonne à Mel Gibson comme il m'a pardonné à moi, en disant on est des humains, voilà, tout le monde fait des merdes, s'il y en a un qui a pas fait une merde, qui lance la première pierre, mais en vrai on est pareil, quoi. Enfin, il après, a voulu redonner la merde la force. de Mel Gibson était plus problématique que celle de Robert Downey Jr. quand même. Oui, j'ai l'impression. Oui. Ouais, ça a l'air d'être un peu un bordel. Mais bref, en tout cas, c'est une sorte de duo à la fois maléfique comme bénéfique, qui est assez intéressant, et qui est, enfin, c'est quand même marrant parce que c'est des personnages qui ont beaucoup de failles, mais qui amènent, je sais pas, énormément de choses à mon avis au cinéma en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur, réalisateur. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec ces 2 personnages, je trouve. J'ai du mal à penser à des acteurs ou actrices qui n'ont pas eu de période de creux dans leur carrière. J'ai l'impression, par exemple, que Meryl Streep n'en a pas eu. Mais il y a toujours des acteurs comme ça qui ont une période de creux. Même je sais que Robert De Niro dans les... Tom Hanks. Tom Hanks, pas trop. Hein. Ouais, mais regarde, Tom Hanks, récemment, il y a des films qui sont sortis en VOD, tu vois. La carrière, elle est un peu Mais la carrière est impressionnante, mais j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir une carrière où, c'est vraiment le succès de A à Z. Ça s'arrête jamais, quoi. Brad Pitt. Ouais, Brad Pitt, ça s'est jamais vraiment arrêté. Franchement, dans sa filmo à Brad Pitt, il y a quasiment que des bons films. Il y a très peu de merde. C'est vrai qu'il y a très peu d'erreurs. DiCaprio aussi. Ouais, DiCaprio, c'est assez fou. Robert Pattinson maintenant. Ouais, il a quand même fait Twilight. Ouais, il a fait Twilight. Ouais, mais c'est un succès. C'est un succès. Non, lui, ce qui est intéressant, c'est sa trajectoire de carrière. Où en gros, ça commence avec Twilight, où c'est dur de porter le fardeau Twilight, film d'ado, etc. Puis là, il fait des films avec Claire Denis, avec, tu vois, il y a un truc où sa trajectoire de carrière. Regarde Ryan Gosling. Les mecs, ils commencent au Mickey Club et ils finissent. C'est les meilleurs acteurs avec les meilleurs réalisateurs. C'est toujours un peu pareil, en fait. C'est ceux qui commencent très jeunes, souvent, ils font des films d'ados, parce qu'au début, on va pas leur filer des rôles de psychopathes. Et après, il y a une fois sur 2 où ils ont les trajectoires, ça devient les meilleurs, quoi. C'est vrai. Alors, le 9 juillet sort donc ton premier film, Douglas, Comment je suis devenu un super-héros, sur Netflix, avec à l'affiche, tu le disais tout à l'heure, Pio Marmaille, Léla Becti, Benoît Poelvoorde et plein d'autres. Et je sais que le projet, tu le mûris depuis de longues années. Est-ce que tu peux nous raconter son histoire, comment il est né? Car je rappelle qu'à la base, tu es acteur, tu l'as pas précisé tout à l'heure, tu as joué dans des films comme Radio Star, Fonzie, et même la série Platane. Comment tu t'es retrouvé à réaliser ce premier film? Moi, en fait, je suis un peu acteur accidentel. C'est-à-dire que avant toute chose, je veux être réalisateur, je fais 2 courts-métrages. Et puis Romain Lévy, le réal de Radio Star, on se croise dans un bureau, il me dit viens passer des essais, tu corresponds à ce que je recherche et tout, mais moi j'ai jamais fait vraiment d'études d'acteur et tout, et ça s'est fait un peu comme ça. Donc, mais avant tout, moi c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de la réalisation, et donc je travaille depuis un long moment sur ce film, Comment je suis devenu super-héros, qui a une longue jeunesse, qui a mis du temps à se faire. C'est un livre. C'est l'adaptation d'un roman de Gérald Bronner du même nom. Et voilà, moi je suis un gros fan de comics, de l'univers Marvel, DC et tout ça. Donc c'est un film que
portais dans mon cœur et je m'imaginais pas faire autre chose qu'un un film de super-héros en premier film, quoi. Alors justement, on se connaît un peu depuis une petite année maintenant. J'ai eu la chance de voir ton film il y a quelques mois. Et pour être honnête avec toi, la question que je me posais avant de le voir, c'était est-ce que ça va souffrir de la comparaison avec les films de super-héros américains? Et finalement, en sortant de la salle, j'étais vraiment agréablement surpris par l'ensemble. Est-ce qu'en le réalisant, tu avais cette question en tête? Car j'imagine que c'est une sacrée pression d'être le premier Français à réaliser un film de super-héros. J'avais surtout en tête de faire un truc différent des films justement Marvel. Ce que j'ai cherché à tout prix, c'est vraiment de trouver une singularité, de pas faire justement une pâle copie des Marvel. On sent que c'est plus intimiste que les films. Ouais, c'est ce que j'ai été chercher, vraiment à faire un film de personnage. C'est une question un peu absurde, mais est-ce que tu pourrais prétendre avoir autant de moyens que ça aussi? Ah non, j'ai pas eu du tout autant de moyens qu'un Marvel. Est-ce que justement ça s'est créé comme ça, à se dire de toute façon je pourrais pas faire. Oui. De fait, en fait, effectivement, de par les moyens que j'ai eus qui étaient limités, même si c'était quand même un gros budget pour un premier film, je pouvais pas faire un Marvel, effectivement. Donc il a fallu trouver aussi de fait un axe effectivement un peu plus intimiste. Mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Moi, je suis vraiment moi, mon film de super-héros préféré, c'est Incassable. Donc je voulais vraiment aller chercher, tout en donnant quand même des rendez-vous, d'effets spéciaux et d'action. Et effectivement, comme tu le disais, j'ai aussi cherché à être quali sur les effets spéciaux. J'ai vraiment cherché à faire un film de personnages un peu plus intimiste, avec un côté polar qui est très très important dans le film. C'est aussi une enquête en même temps. En fait, le film commence comme une enquête policière, et petit à petit, il y a des éléments de super-héros qui arrivent. C'est un film comme ça qui a un mélange un peu de genre. Donc tu préfères DC, non? J'ai une petite préférence pour DC, mais moi j'ai commencé avec le dessin animé Batman dans les années 90, donc exceptionnel. Même si je suis de près les deux univers, mon cœur penche un petit peu pour DC quand même, ouais. Alors Guillaume, moins de budget que les Marvel, mais quand même il y a une scène, alors moi je l'ai vue, alors j'ai pas envie de spoiler, mais il y a une scène, en l'occurrence à peu près au milieu du film, dans le commissariat, je vais pas en dire plus, mais qui était assez impressionnante visuellement. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la construction des effets spéciaux, parce que je trouve qu'ils sont assez réussis dans le film, vraiment réussis, on sent qu'il y a eu un gros travail dessus. Et en plus, je crois que tu me disais que justement le confinement, ça avait permis aussi de continuer à travailler dessus. Ouais. Disons que on a cherché à ce que les effets spéciaux soient, quand il y en a, ça prenne pas trop de place dans le film. Quitte à ce que parfois, en fait, que j'avais envie d'épouser vraiment le regard de mes personnages. Et donc, par moment, en fait, je suis plus sur leur regard que les trucs spectaculaires qui se passent autour d'eux. Et donc, j'ai essayé de jouer vachement avec le hors-champ, des sons qui suggèrent en fait les effets spéciaux. Ça m'a permis de créer une ambiance un peu comme ça. Tu parles de cette scène du commissariat, mais de créer une ambiance par moment anxiogène, juste en suggérant les effets et les super-pouvoirs plus qu'en les montrant. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée, c'était d'être un peu dans la suggestion, quoi, et d'essayer d'être malin aussi avec, comme je disais, les moyens que j'avais, sans que ça fasse cheap. Alors pour un premier film, il y a un gros casting. Tu disais tout à l'heure Leila Bekti, Pio Marmaille. Comment il s'est composé ce casting pour ce premier film? Il s'est composé autour de Pio, et après j'avais envie vraiment d'acteurs qui appartiennent à plein d'horizons différents. J'avais pas envie d'un truc très identifié, soit comédie, soit cinéma d'auteur français, soit drame. Je me suis un peu rien interdit et j'ai été vraiment chercher ceux que j'imaginais être les meilleurs pour les rôles. Donc d'un côté, t'as Vima Laponce qui vient plus du cinéma indé français, et de l'autre, Poulvord qu'on identifie plus à de la comédie, même si il fait pas que ça. Enfin voilà, je voulais assembler un truc qui fasse vraiment inédit, en fait, un assemblage vraiment inédit d'acteurs pour qu'on se dise ces acteurs-là ensemble, je les ai jamais vus, quoi. Est-ce qu'il est prévu que le film ait une vie ailleurs qu'en France? Il sort en fait à l'international sur Netflix dans tous les pays du monde en même temps. Est-ce que ça aurait été le cas s'il était sorti au cinéma ou... Non, pas vraiment en fait. Il y aurait eu quelques pays dans lesquels il serait sorti au ciné, mais pas du tout tous les pays. Donc du coup, c'est l'avantage de ouais, complètement. Ça apporte potentiellement une énorme visibilité dans le monde entier. En ce moment, en salle, il y a un film de science-fiction français, Le Dernier Voyage, un film fantastique français, La Nuée, un film d'horreur français, The Deep House, et demain sort un film de super-héros français, le tien donc. Est-ce que tu as le sentiment qu'il se passe quelque chose en ce moment en France? On sent qu'il y a un truc un peu décomplexé, moins frileux qu'avant. Je pense que ça vient d'un truc de génération. Enfin,
nous, notre génération, je pense qu'on a tous à peu près le même âge. On a, je pense, baigné dans le cinéma de 80, dans le cinéma des années 80, qui était, où il y avait beaucoup de films de genre finalement. Donc, je pense que de fait, en fait, les jeunes de cette époque qui ont envie de faire du cinéma aujourd'hui, bah, ils sont nourris par ça et donc ils se voient pas faire autre chose que ça. Donc, même si parfois c'est un peu difficile de monter ce genre de film, ils poussent les portes et ils font en sorte que ça se fasse, quoi. Mais je regrette un peu qu'il n'y ait plus de films de baston, quoi. Il n'y a plus de Van Damme, il n'y a plus rien. Non, mais c'est vrai, en vrai. Mais Douglas, faut que tu fasses un film de Non, mais baston. ça, bah, film de baston, Moi, il y a avec des juste bastons, un mec qui tu se verras, tabasse, il y a des bastons dans Tu mon vois ce que film. je veux dire Oui, il y a des bastons, oui. Un film à la chasse à l'homme, tu vois. Et il y a un film sur Netflix, là aussi, fin juillet, qui sort avec Van Damme, qui a l'air d'être un film de baston. Non, mais Van Damme, mais il n'y a pas de nouveau Van Damme, il n'y a pas un nouveau gars. Après, j'ai vu le bande-annonce, il met des high kicks à Patrick Timsit et ça tout. c'est relou ça. C'est relou C'est pas ça. trop mon délire, mais bon. mais non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, des vrais films Il n'y d'action. a pas juste un nouveau gars qui fait vas-y, il est là et puis il va tous vous buter, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est une histoire de génération. Je sais pas si le public veut ça aujourd'hui, à part nous trois, nous quatre. Nous, on aime bien. Mais non, mais tu dis ça, mais en fait, là, il y a un film à l'affiche qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais avec Jason Statham. Bagarre, non c'est Un homme en colère, non? Un homme en colère. Ah Très oui, bon c'est titre. vrai. Un homme en colère. Et ça, on aime. Et à ce qui paraît, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, Non, tu parce que vois, tu disais, maintenant en France, il y a un style horreur, etc., fantastique, etc., mais il n'y a pas vraiment. On pourrait avoir un film de baston français. Juste un bastonneur, quoi. Ça existe un film de baston français? Mais c'est vrai que depuis qu'il y a, Pas vraiment. depuis qu'il y a moins de films de EuropaCorp, c'est vrai qu'il y a une tendance moins aux films d'action pure. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Et on est plus parti sur le côté fantastique SF. Parce que c'est vrai, est-ce qu'on peut dire que Taken, c'est un film un peu. Si, c'est un film français un peu quand même, Taken. Et moi, je me souviens. Quand même, c'est un produit, film ouais. par contre, c'est un beau film de. Non, de mais baston. franchement, moi, quand je l'ai Bonne vu, chance. moi, ce que j'ai aimé avec Taken, c'est que pendant tout le film, il les défonce tous et il se prend aucun coup. Jamais ce parti pris, tu vois. C'est-à-dire, il va se prendre aucun coup, juste il les défonce. Et aussi, j'aime Il bien avait quand, annoncé, hein. quand tu sais, ça se défonce en 2 coups et les coups, ils sont méga vénères. C'est pas genre, vas-y, je te mets juste une pêche, c'est genre, je t'éclate vraiment la tête sur le bord de la table, je te coupe le cou et tout. Alors que nous, quand on se bat, ça dure longtemps. Parce que tu sais, je prends beaucoup de patates. Mais nous, on serait nuls dans Taken. Hein. Ah, chier. On a jamais retrouvé notre fille, en fait. Moi, je dirais Bon, juste, ouais, c'est moi, je pas grave. dirais bonne chance. C'est tout. Bonne chance. Alors, Guillaume, dans Iron Man, il y a des méchants. Oui, les méchants. On peut appeler ça des méchants. C'est vrai qu'ils sont méchants. C'est des méchants en Afghanistan. Et en fait, dans les films américains, c'est souvent les autres, les méchants, les Français, les Russes, les Afghans, etc. Mais quand est-ce qu'il y a des Américains méchants? Exactement. En effet, on connaît moult ennemis de l'Amérique triomphante dans les films, comme par exemple les Russes, les Japonais, les Russes, les Cubains, les Russes, les Afghans et les Russes aussi. Moult films où les Américains, forts de leur courage à toute épreuve, déjouent et déciment les méchants à grand renfort d'explosions spectaculaires, de gros flingues, de super pouvoirs, de biscottos ou d'armes de destruction massive. Mais en effet, qu'en est-il dans l'autre sens? Qu'en est-il des films où les Américains sont les méchants du film? Existe-t-il des films à l'inverse? La réponse est oui, sinon cette chronique serait déjà terminée. On commence tout d'abord avec le tout premier long métrage d'animation japonais en 1943, Momotaro, l'aigle des mers, profondément anti-américain puisque c'est un film de propagande commandité par la marine japonaise. On y suit une armée d'animaux mignons en uniforme qui refont l'attaque de Pearl Harbor. Ici, Hawaï est l'île du diable et les Américains sont appelés les démons. On y trouve même un caméo de Bluto, Brutus en français, le marin à barbe et biscotto de Popeye. Vous voyez lequel c'est? Ouais, je vois. Ouais, je vois, ouais. Ah si, c'est le méchant. C'est le méchant exactement. dans Popeye. Qui est une grosse victime et qui pleurniche dans son bateau qui coule. Le film a eu même en 1945 une suite qui s'appelle Momotaro, le divin soldat des mers, où l'armée d'animaux libère les colonies britanniques dans le Pacifique. On part ensuite en Russie avec ce qu'on a appelé à sa sortie, le Rambo russe. J'ai nommé The Detach Mission, avec mon accent, ou alors le Soviet La Revanche, en 1985. Sur l'affiche, la phrase d'accroche est la suivante: il défie la CIA et sauve l'humanité. Rien que ça. Et voici le pitch. Un sommet diplomatique doit avoir lieu au cours duquel Américains et Soviétiques doivent réussir à s'entendre. Cependant, dans le même temps, la CIA a monté une horrible machination visant à couler un paquebot géant rempli de civils avec un missile nucléaire et à faire porter le chapeau aux Soviétiques pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon, ils sont méga méchants en fait. Ouais. À la tête de ce complot se trouve un soldat américain, vétéran du Vietnam, désirant de se venger des Soviets. Seul le major Chatokin, à la tête de son commando de marins, peut parvenir à désamorcer l'engin de mort. Ça donne envie de le voir ou pas? Ouais. Moi, j'ai engin de mort, j'ai kiffé. Ça désingue de l'américain dans tous les sens. Rappelons que le film a tellement bien marché en URSS qu'il est sorti un peu partout en Europe, mais il a quand même moins bien marché ailleurs. J'ai regardé des extraits. Ouais. On reste en Russie avec Le Frère 2. En 2000, la suite du film Le Frère, vous l'aurez deviné, où un ex-soldat russe du nom de Danila, devenu gangster, doit se rendre à Chicago pour aider le frère jumeau de son meilleur ami qui vient d'être tué.
Est-ce que vous l'avez? Son frère, joueur de hockey, est exploité par son manager américain qui lui prend tout son argent. Il va faire le ménage à grand renfort de bourre-pif. Les Américains du film sont corrompus, sans éthique et méga racistes. Remarque assez étrange, puisque dans le film, les Afro-Américains sont traités de primitifs par les personnages russes. C'est un peu bizarre, mais bon, passons. Ok. Le film, loin d'être un navet, a eu un méga succès en Russie, si bien que le personnage de Danila est considéré là-bas comme un héros qui défend les valeurs de la Russie face à l'oppression et l'humiliation. Et en plus, c'est vraiment pas un navet, parce que le premier volet a été présenté à Cannes dans la catégorie Un certain regard, et il est à la 23e place des plus grands films russes de l'histoire, selon un classement russe. Autre film où les Américains sont dépeints comme des méchants, satirique celui-ci, parce qu'on parlait des films de super-héros français, et ben il y en a eu un, j'ai nommé Mr. Freedom en 1969, comédie française réalisée par le photographe William Klein, et avec Philippe Noiret et Serge Gainsbourg au casting. Vous connaissez ce film ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, écoutez ce pitch. Mais c'est un film ambiance Monty Python complètement débile. Hein. Mr. Freedom est un super-héros en tenue de football américain venu sauver la France de Red Chinaman, qui n'est autre qu'un dragon en plastique, et Magic Man, interprété par Philippe Noiret, qui est une sorte de grosse boule rouge. Quoi? Il échoue dans sa mission. Ouais, j'ai regardé. Alors attends, il échoue dans sa mission et fait tout de travers, répandant la misère et le sang. Donc, c'est un échec total. J'ai regardé le film j'ai regardé quelques extraits du film, parce que j'ai pas tout votre temps. Non, pas du tout. Mais parodie de comics américains complètement absurde. Il est en entier sur YouTube si vous voulez aller voir. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Et pour le coup, c'était plutôt marrant. Et franchement, je crois que c'est vraiment pas un navet, c'est plutôt drôle, quoi. Mais sauf que c'était en 69, quoi. Et Mr. Freedom. Film un peu ovni comme ça, bizarre, mais avec Serge En fait, je Gainsbourg. propose des pitchs de films qui ont l'air fous et il y a un producteur qui dit OK. C'est ça. On met la thune. Mais là, apparemment, T'as c'est Philippe ça. Noiret, ok, vas-y, on y va. Et le mec, c'est un héros, il est en tenue de football américain, ça n'a aucun sens. Et genre, il met son casque, il a Freedom. Il dit n'importe quoi. Il est complètement absurde. Autre film bien moins parodique et considéré comme le film le plus anti-américain de l'histoire, Valley of the Wolf, Irak. Film sorti en 2006 et record de budget pour un film turc, puisqu'il a coûté 10 millions de dollars. Et le pitch est le suivant. Pendant la guerre en Irak, des hommes des forces spéciales turques sont maltraités et humiliés par des soldats américains. Suite à ça, l'un d'eux se suicide et son ami décide de ne plus laisser aucun répit aux soldats américains. Il prend en otage le directeur d'un hôtel pour faire venir Sam Marshall, le GI à l'origine de l'affront. On pourrait en rire, mais c'est malheureusement tiré de faits réels, notant tout de même au casting Billy Zane et Gary Busey, dans le rôle d'un médecin revendeur d'organes qui en enlève aux Irakiens pour les vendre aux Américains. Du coup, Gary Busey joue un méchant là-dedans, parce Ouais, que c'est vraiment ouais. toujours un méchant, ce gars. C'est toujours un pense qu'il méchant. a- Bah, c'est un médecin véreux, quoi. Enfin, comment on dit Ah. véreux? Alors, tu sais qu'il existe des. Alors, j'ai oublié le nom de l'appli, peut-être que vous connaissez. C'est une appli, en gros, où tu peux demander des dédicaces à des anciennes stars ou des Ouais, bien stars sûr. un peu. Je crois qu'il allait dire une appli pour acheter des organes. J'étais là, Et j'ai oublié le nom de l'appli, mais en gros, ça consiste en un truc très simple, c'est-à-dire que tu donnes de la thune à des anciennes stars, et puis ils te font une vidéo genre salut JB, ok super, joyeux anniversaire et tout, tu vois. Sauf que c'est un peu des stars sur le déclin, tu vois. Tu sais, ambiance Dolph Lundgren ou Chuck Norris. Respect. genre non, mais genre des mecs de série, genre. Il y a Chuck Norris, mec, je te jure. Oui, il y a Chuck Mais Norris. c'est un peu cher, non? Chuck Norris. Non, mais par Non, contre, pas tant. Hein. par Moi, contre, j'ai vu. il y a un truc qui fait beaucoup de peine, c'est qu'il y a Val Kilmer qui est dessus. Et Val Kilmer aujourd'hui, bah, il est en état de santé. parler et tout. Ouais, il peut plus parler, donc il parle avec une sorte de, comment on appelle ça là, quand on a un truc dans la gorge. Sonde, non? Ouais, non, tu sais, Non, il c'est a- pas une sonde. On est bon en médecine, nous. Un tuyau, quoi. Un tuyau, non? Ouais, il a eu un cancer de la Ouais, gorge, je enfin, crois. ouais. Pour le coup, il peut plus Ouais, manger. du coup, j'ai vu des extraits et pour, c'est je sais galère. pas, peut-être $250, t'as Val Kilmer avec un foulard et tout qui parle comme ça, genre, tu vois, tu sais, ça fait trop de la peine, quoi. Tu sais, quand tu te souviens du Val Kilmer En vrai, c'est méga cool, beau mais gosse d'avant et tout, tu vois. c'est un peu bizarre d'offrir ça, tu sais. Non, ouais, c'est un peu trop glauque. bizarre. Ouais, Tiens, c'est regarde. trop chelou. Sur Ouais, non, c'est Facebook, glauque. j'ai vu Chuck Norris qui donnait un message aux commerçants d'une petite ville du Loiret. Genre, salut, c'est Chuck Norris. Les commerçants de bizarre, la ville de Boussy-la-Forêt sont contents de vous parler, de Mais vous est-ce souhaiter qu'il y a- une joyeuse Non, mais année. tout ça pour dire C'est quoi qu'il y les a, stars les plus grosses qui font ça? tout ça pour Tu dire peux qu'il y a avoir Gary, Roland, il y a ou pas Gary Busey dessus. Ah. Ah, voilà. Donc, tu peux avoir un message de Gary Busey. Mais il y a beaucoup de gens qui demandent Gary Busey. Non, mais en tout cas, en plus, ce qui est marrant, Si, il y a c'est toujours un que mec c'est en fonction du statut de star. Donc, en fait, t'as une grille de prix. Et t'en as, c'est juste 5 €, c'est triste, tu vois. Et tu sais, il y en a, c'est genre 300 €, c'est les plus grosses stars. C'est quoi, tu relou. vois. Mais quand c'est 5 €, c'est bon. C'est relou, 5 euros. Bah, Les c'est que t'es un figurant dans 21 Jump Street en 89, tu vois, c'est 5 €. Bien relou. Enfin bref, voilà, Gary Busey. Et ben, après, vous me direz, donc, c'est assez mince comparé aux milliers de films américains qui ont d'autres nationalités en ennemis. Mais j'ai une question pour vous. Quelle est la nationalité la plus représentée chez les méchants dans le cinéma américain? Bah, les Russes, non? Bah ouais. La bonne réponse, c'est les Russes. Bravo, Ouais, ouais. évidemment. C'est pas comme si je les J'ai avais cru qu'il y cités. avait un piège, mais Non, non, pas il du n'y a pas de piège. C'est évidemment les Russes. Mais il y a les Et- Français un peu quand même, hein. Il y a une période. Parce que je me souviens que Jean Reno, il est un peu méchant dans Godzilla. Il y avait aussi. C'est un méchant chelou. Il y avait Ouais, Lambert Wilson Il qui était un annonce, méchant aussi. il arrive. Il n'y a pas d'équivalent avec Ah, les Lambert Russes. Wilson, si, ouais. Ouais, il y a Mais on Lambert sait pas Wilson. que- si, en plus, il l'appelle le français, non, le mérovingien.
Le mérovingien. C'est dans Matrix. Dans Matrix, le 2 et le 3. Ouais, Ouais, il Il y a- s'appelle le mérovingien. Tu peux pas faire plus Putain, français. Je crois qu'il y a Mathieu Amalric aussi qui joue un méchant dans James Bond, non ouais, Ouais, tout à absolument. fait. Ça, ouais. D'ailleurs, il a un œil chelou et tout. Je sais plus qu'il y a d'autres comme méchants français dans l'histoire du cinéma. Il y en a pas mal, je crois. Ah non, il est pas français, pardon. Du Je sais Handel. plus. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a comme méchant français? Vous C'est nous une direz question. en com sur Twitter ceux qui se souviennent d'un. Ouais, parce qu'on n'a pas révisé. Ok, Guillaume. Et donc j'allais citer évidemment tous les films, pas tous les films, je peux pas citer tous les films, mais les plus grands films où les Russes sont les méchants. Est-ce que vous en avez d'instinct? Il y a le film Rocky avec IV. Sean Connery, là, Rocky avec IV, le bien sous-marin. Merde, j'ai oublié le nom. La poursuite d'Octobre Rouge. Poursuite d'Octobre Pour Rouge. le coup, c'est Octobre pas Rouge. vraiment. Ouais. C'est les méchants, Ouais, mais c'est c'est un peu garçon, un mix, ça s'équilibre un petit peu. Ouais. Il y a Air Force One, GoldenEye, Ah oui. John Wick, parce qu'on parlait de films. Oui, bah oui, oui, c'est vrai, c'est le les père et Russes. le fils. Ouais. Ah, C'est j'en ai un. Double détente avec Schwarzy et Bellucci. Ouais, mais est-ce qu'il est méchant? Bah oui, c'est un russe qui vient aux États-Unis. Oui, mais il fait équipe avec lui. Non, il y a un russe méchant qui arrive des États-Unis. Ah qui oui, va en il fait. France, Ah oui, qui je va- vois, tu parlais de Schwarzy. Oui, t'as Non, raison. double détente, ouais. C'est un russe. Ouais, oui, exact. Il y a quoi d'autre comme méchant russe? Il y a. Là aussi, on n'a pas- T'as révisé les Il y méchants. a- il doit y avoir un Die Hard, non, avec un russe, non? Il y a Die Hard. C'est allemand, non? Il y a Le 3. Good Day to Die Hard. Ah oui. C'est le 3. Ah oui, c'est le dernier, celui-là. c'est le dernier. Journée en Ah oui. enfer. Non, c'est le Non, dernier. le 5. C'est le pire, Ah oui, celui-là. C'est ouais, avec son ouais, fils. ça Je existe l'ai ça. pas vu celui-là. Non, ouais. bah, personne va le Franchement, voir, celui-là. le 4, j'avais pas trop aimé, mais en fait, quand tu vois le 5, tu dis que le 4 est vraiment bon. Ah ouais, le 5 c'est nul. Indiana le Jones 5, c'est 4. dur. Ah oui, c'est des Russes. C'est les Russes, les méchants. Ah C'est oui, les plus exact. nazis. C'est après Bah la oui, guerre. c'est, C'est vrai. Pour le coup, c'est la guerre froide. et c'est l'actrice, là. Kate Blanchett, Kate Blanchett, ouais. qui joue avec Ah un oui, accent bien sûr, catastrophique. Alors, j'ai revu Indiana Jones 4 il y a 3 jours Ça n'a pas seulement. intérêt à me dire que Figure-toi. t'as bien aimé le Bah, frigo. franchement, sinon- non, mais attends, je vais dire un truc. Non, non, non. Attends, attendez. C'est interdit, ça. Attendez, Ah, j'ai le droit de parler ou pas? Non, non, Je vais bah non, quitter non. la Non, salle. attendez. Alors, Allez, fin de j'ai vu chronique. une fois Indiana Jones 4, c'était au cinéma quand il est sorti. J'étais déçu. Et là, je l'ai revu. Je reste sur ma déception, mais j'ai trouvé qu'il y a certains moments qui sont cool, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout qui est acheté dans le film. Tous ceux avec chez la bouffe. Ouais, genre la scène dans les lianes et tout. Mais non, mais je Non, rigole non, pas. ça, c'est une des pires. Non, même, il y avait C'est une scène que catastrophe. j'avais oubliée et qui est vraiment relou, c'est qu'au début du film, il y a des petits castors qui font des sourires à chaque Ouais, en 3D. Ouais. Ça, c'est C'est relou. Georges Lucas. Et ça, je me suis dit, bon, c'est Déjà chiant, la ça. fin avec les aliens et tout ce qui Non, mais en vrai, l'idée des aliens et du crâne de cristal, c'est pas mal. tu vois. Allez là. Non, ça pourrait Ça être peut cool. lier, ça peut lier. Mais, Non. et puis même l'idée d'avoir un fils qui peut potentiellement prendre le relais avec Shia LaBeouf qui était sur. Ouais, on n'est pas obligé de le Une faire vague. ressembler à Marlon Brando. Mais c'est Bah, jamais, pourquoi c'est pas, c'était jamais l'époque. bien dans les films quand les héros ils font équipe avec leur fils. C'est toujours mieux quand c'est le père, comme dans le 3. C'est pareil dans le Die Hard, justement, il a un fils et on s'en fout. En Ah, fait, c'est nous, ce qu'on vrai. veut, c'est connaître les pères des héros. Ouais. Ah, c'est les vrai, fils, c'est vrai. c'est Ou les jamais chiens. intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que je dis, je suis en train de réfléchir. T'as Est-ce que raison. ça existe un film Avec un fils? avec un fils qui apparaît et finalement c'est cool? J'en vois pas. Un fils qui apparaît, un fils qui Ça me donne envie apparaît. de trouver du coup. Euh, C'est le moment plat de ce podcast. Bah si, quand même. Ah, t'en as un toi? Bah Luke Skywalker. Ouais, mais- Ah, je vous ai Ça- ça arnaqué. fon- ça fonctionne Ouais, pas. non, mais dans les séries, il y a Cobra Kai, si je peux me permettre. J'ai pas vu ça. Non, on aime bien Cobra Bah Kai. oui, c'est vrai, c'est Mais vrai. on aime bien, mais c'est leur fils à chaque fois. On est Ouais, fils et mais est-ce filles. que c'est C'est vraiment fils et filles mieux qui se tapent. Est-ce que c'est vraiment mieux que Ouais, tu rejoins un peu Karate Guillaume Kid. là-dessus. Ouais, moi je suis content, moi. Ouais, moi aussi, je suis Cobra Kai, ça me régale. Il a raison. C'est vrai, les personnages sont pas mal. Et donc Pour c'est une fini, fois, t'as ils sont d'autres mal écrits. méchants russes? Eh bien écoute, non mais j'en avais plusieurs, mais après il y a des films que j'ai pas vraiment vus parce que j'ai bien révisé, mais The November Man, Good Day to Die Hard, Jack Reacher, je l'ai pas Ah vu. oui, bah oui, Ah, bien ouais, sûr. très bien, ouais, très bien. Je l'ai pas vu. Et Amazing C'est Tom Cruise, et d'ailleurs. Spider-Man 2 aussi. des Russes. Le Spider-Man Spider-Man 2. 2. Spider-Man Le 2, vrai il est dans la Spider-Man liste. 2. T'es Ah sûr non, Amazing Spider-Man. Non, je vois pas là. Amazing Spider-Man Ah, 2. il voit Ouais, pas. voilà, le Apparemment, deux, Douglas voit pas, t'as mal révisé. Non, non, non. Aïe. Avec Je vais Andrew faire- Garfield. N'hésitez pas à me dire sur Twitter si je suis une merde en fait. C'est avec Andrew Garfield, le deuxième peut-être. Je sais pas, je l'ai pas vu, Attends, je regarde Spider-Man 2? Je regarde pas les Spider-Man. C'est Dr Octopus dans le 2, donc. Bah, de Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-man, pardon. Moi, Ah j'avais mais parce pas. qu'il y a une différence avec ça. Ouais, parce Bah, bien qu'ils sûr. ont fait un reboot. Tu vas te faire encore plus défoncer, ça veut dire. Mais j'y connais rien, Spider-Man, c'est une Parce catastrophe. que Spider-Man, c'est Ah, mais c'est catastrophique. peut-être le personnage qui est joué par Paul Andrew Giamatti Garfield. dans, Ouais, je pense, ouais, dans c'est le ça. 2, Ouais, c'est c'est ça. le Rhino, je crois. Ouais, Il est c'est peut-être ça, russe. Rhino, il est Il est peut-être peut-être Ouais, c'est ça, Bien Guillaume. joué. C'est ça, c'est ça. Ouais, voilà. Spider-Man, en fait, c'est une licence un peu libre, donc ils ont tous fait un peu leur truc. Et du coup, je suis embêté parce que si je dis d'autres trucs qui sont faux, il y a Hellboy, je l'ai pas vu. Si, c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Hellboy. Dans le- Allez, joli. Bah, au début, c'est les nazis quand même, mais le deuxième, c'est les Russes, c'est possible. The Drop, je sais pas ce que c'est. The Drop. Et The Tourist. Ah si, The Tourist, ouais. Eh ben, je l'ai pas vu. C'est avec Johnny Depp et Et à la fin, la Angelina Jolie. chronique, c'était. Mais à la fin, c'est toujours l'Amérique qui gagne. Bon, elle était bien cette fois. Ouais, c'est vrai. Alors là, justement, hors nationalité, si je vous demande un méchant qui vous a marqué dans l'histoire du cinéma, vous me répondez qui? Douglas.
Un pseudo méchant, mais moi c'est Denzel dans Training Day. Ah, moi c'est c'est bien, le c'est plus, bien, c'est le plus beau Ça méchant. revient souvent, ça. C'est le J'en plus beau reparlais méchant. hier, Enfin, il est trop chaud. l'ambiguïté, la C'est vrai. densité qu'il met, c'est. C'est vrai qu'il est méchant. Ouais, il est méchant de ouf. Très méchant. Tu le sais pas au début. Mais en c'est fait. larvé, ouais. C'est. Ouais. tu- Au début, tu dis genre, il est, enfin, tu sais, il est pas En plus, sympa c'est un- quand même. En plus, c'est un mais bon c'est méchant cool. parce qu'il y a un côté où t'as envie de l'aimer, t'as envie que, tu vois, ça devienne quelqu'un de cool et de droit, quoi, tu vois. Quel C'est bon pour ça que film, c'est bien ça. écrit. Cette façon de toucher ses flingues et tac, 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 comme ça, là, avec ses holsters. Aurélien, est-ce que t'as un méchant comme ça que t'as marqué dans l'histoire du cinéma? Non, pas vraiment. Il y en a plein en vrai, mais là, Moi, en je me vrai, souviens, alors, si tu veux. d'ailleurs, tu vois, genre Hans Gruber, quand Ouais. même. Ouais. Parce qu'il a ce côté un peu où, tu sais, il parle trop bien et en même temps, ce sous-texte où, en gros, il fait style que c'est genre une sorte de terroriste avec un idéal et en fait, il en a rien à claquer. J'aime bien le truc un peu de. Bah, tu C'est vois, bien moi, écrit, il est moi, cool les comme méchants méchant. qui m'ont le plus marqué, finalement, c'est les méchantes, ça va être des femmes. En l'occurrence, par exemple, dans Misery, je trouve que c'est vraiment effrayant, tu vois, c'est son, vrai. son personnage. Même mais Glenn, là, c'est même Glenn plus Close méchant, dans là, Liaison Fatale, tu vois. Ah si, c'est des méchants. Ouais. Glenn Close dans Liaison Fatale, elle est vraiment flippante. Mais il y a un méchant Même qui dans m'a Vol fait au-dessus d'un nid de coucou, tu vois, le personnage féminin, il est Ouais, vraiment, peur. Ah vraiment ouais, flippant. Nurse. Enfin, c'est un bon méchant, quoi. Ouais, il y a un méchant qui m'a fait vraiment peur quand je l'ai vu au cinéma, c'était dans le film 8 mm de. Ah oui, avec Nicolas Cage. Ouais. Joel Schumacher, ouais. Avec Nicolas Cage, et il y a un mec qui s'appelle Machine. Machine. Ouais. Et à un moment, il le chope là, et il dit une phrase, et je crois que ça m'a rétamé pour toujours. Il dit un truc genre tu pourras jamais le croire, mais il m'est jamais rien arrivé dans mon enfance pour que je devienne comme ça. Je suis juste comme ça. Et là, je me suis dit genre, ah ouais, c'est ça le frère, avec sa Oui, cagoule et tout. parce que pour Machine. situer le contexte, 8 mètres, c'est un film qui est hyper glauque. C'est sur les Snuff Movie. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Guillaume, l'époque où il on y a un- apprend Bah, sur figure-toi que là, tu m'as posé la question et mon cerveau, il a fait. Il s'est arrêté sur un méchant et c'est même pas mon préféré. Et je l'ai eu dans la tête d'un Vas-y. seul coup. Le pingouin. Ok, d'accord. Mais en vrai, Bah, il est charmé, le pingouin, Ouais, dans il est le charmé, film, il est dans méga le- malsain, dans il le est Pour moi, Burton. c'est enfin les super-héros. mais parce il est que- dégueulasse de fou. Tu sais, il dégoûte et tout. Ouais, Il est, c'est vrai, franchement, c'est avec vrai. ses vieilles mains là, il est trop bizarre. Franchement, il dégoûte. Quand t'es petit, t'es pas bien quand tu regardes le Même sa pingouin. mort, elle dégoûte. Mais oui, non, mais le Mais pingouin. d'ailleurs, il y a eu un truc, je crois, sur le deuxième Batman où il était tellement flippant que McDo a pas voulu faire de Ah, genre les gobelets et personnage tout, dans là. le Happy Meal. Ah, ça, bah ça- voilà. ça a créé des problèmes. Je crois c'est pour ça que Burton n'a pas fait de troisième film C'est parce vrai. qu'il était trop sombre. Les méchants faisaient trop peur aux gamins. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les films après de Schumacher sont si colorés et Ouais. si enfantins, quoi. Un peu moins bien, quoi. Gay. Ouais, un peu moins bien. Je Moi, crois que- j'adore. Toi, t'aimes bien, toi. Non, ça va, mais c'est quand je les ai vus, en fait. Maintenant, j'ai un Donc, tu me souvenir. fais chier pour Indiana Jones 4 et puis tu... Personne n'a dit le T1000. Pas mal le T1000. Ah oui, le Ouais, T-1000, c'est quel sûr. méchant. Quel Incroyable. méchant. C'est vrai. Incroyable Ah, méchant. les méchants implacables, tu sais, en vrai, Thanos, moi, c'est un méchant, j'ai kiffé, mais déjà, je l'aimais bien, c'était un arc que j'aimais beaucoup. Dans les Marvel, c'est cool, parce que t'as un personnage où tu te dis, en fait, personne peut le battre. Et c'est Tu quoi sais, pourquoi pas- Alors, j'ai pas vu les Marvel, je suis Ouais. nul. Ouais. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a de spécial Il peut pas mourir Non, c'est pas ça, c'est que parles de il très arrive. loin. Je pars très loin. Je suis très loin, je suis une catastrophe. Pour arriver à résumer, en gros, il arrive à avoir le gant de l'infini, qui est genre le gant qui permet de tuer la moitié de l'humanité, en fait. Bien sûr. Et en gros, une fois que t'as fait ça, il n'y a pas possibilité de faire autre chose. Et même lui, il dit en fait, j'ai fini ce que j'avais à faire. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Je peux mourir, pas mourir, être une âme ou quoi que ce soit. Mon message, il est passé en fait. Et ça, Mais c'est le le personnage- pire méchant qui peut arriver parce que tu es obligé de trouver une parade et même les scénaristes sont obligés de réfléchir à une parade de comment c'est possible d'annihiler un tel méchant qui est genre le mal, tu vois. C'est comme Ouais, le ouais. néant dans l'histoire sans fin en fait. Comment tu peux tuer ça? Et c'est en nous tous, c'est le néant, c'est le truc qui est sale, qui est en nous, quoi. Donc, Pas tu peux mal. pas vraiment le tuer. T'as ce compris, truc. Guillaume? J'ai compris. D'accord. Ça me donne envie de regarder. Hein, en disant. Bah, Thanos, c'est ça, hein, c'est vraiment de la philosophie presque. Mais ce qui Et, est cool dans le personnage de Thanos qu'ils ont fait au cinéma, c'est qu'en fait, il veut tuer la moitié de la population pour sauver les planètes, en fait, parce c'est qu'il y ça. a trop de monde. C'est ça et- qui est ouais, intéressant. c'est C'est ça qu'en qui- fait, c'est ça il qui pose est une cool. vraie question qui n'est pas forcément une envie de méchant de base. Il dit il faut réguler, etc., machin et tout. Bah ouais, mais du coup, c'est hyper méchant parce que. C'est ça, ils ont Qui envie a de voulu méchant. faire Ouais. aussi C'est vrai rigoler. que les Non, mais dictateurs du coup, qui c'est font méga ça, méchant, on va mais rigoler, en on va- C'est pas vraiment méchant, c'est pas méchant, on va rigoler. Juste. Et alors, faudrait Non, mais- une bonne guerre. Non, mais du coup, ça pose une vraie question dans Avengers. C'est Ouais, ça que c'est j'avais vrai. aimé. C'est vrai. C'est que du coup, il y avait un côté où, bon, bah, c'est un méchant, est-ce qu'on le déteste, est-ce qu'on l'aime bien? Tu vois, il y avait un truc un Mais peu. dans les comics, c'est déjà ça, parce qu'il est amoureux de la mort. Genre, la mort, c'est un personnage. Déjà, c'est bizarre, tu vois. C'est très philosophique. Et en gros, c'est le rapport entre l'humanité et la mort et Thanos, qui est genre Thanatos, le dieu de la mort, en fait, qui est en train d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour draguer la mort, en fait. Il est amoureux d'elle, il veut savoir comment arriver à la dompter, tu vois. Mais alors j'ai une question Et toute l'histoire, subsidiaire. c'est ça. J'ai une question subsidiaire pour vous, pour moi qui ne suis pas du tout dans les films Marvel, etc.
qu'est-ce que je dois regarder? Le film ultime Marvel qui va me faire kiffer de fou. Bah, déjà, c'était Iron Man, mais t'as fait ton petit coup de griffe. Iron Man, c'est votre film. Non, mais pour commencer, c'est pas mal. Ouais, le deuxième Spider-Man de Rémi, je trouve que c'est un summum. Ça, oui, c'est vrai. ouais. Ça, c'est vrai. Très bien, je note. Ça, c'est bien. Et c'est un film, tu peux le regarder sans être dans l'univers et tout ça. Très bien. fait, Marvel, après, les films, ils sont tellement Et pas du tout Infinity War et tout ça. interdépendants que Infinity War, c'est pas une sauce. c'est trop interdépendant. Donc, s'il y a Ouais, un c'est ça. personnage que t'aimes pas dedans et que t'as pas compris Si t'as pas vu ceux d'avant, c'est un peu relou, je pense. Ouais. Après, tu vois, le premier Captain America, par exemple, si t'as bien aimé Rocketeer, le côté un peu film de guerre avec des nazis, et en même temps, on crée une sorte de surhomme, un sur-personnage avec. C'est vraiment dans cet esprit-là, quoi. Même la réalisation est là-dedans. C'est marrant parce que Captain America, c'est devenu un nom, voilà, on n'en parle même pas. Mais si on avait un héros qui s'appelait Capitaine France, ce serait nul. Ce serait nul à chier. Guillaume, il dit ça, genre, Major donnez-moi France. envie de regarder un film, mais je sais que quand il va rentrer chez lui, il va regarder Full Contact. Non, souvent, je suis dans une période gabin, alors j'ai regardé Touchez Ah pas oui. au Brisby, bon. Ah ouais, C'est une autre ambiance que Full Ouais, Contact. c'est pour ça que je suis passé de Touchez pas au Brisby à Iron Man. Je ouais, je peux comprendre. Ouais, c'est pas tout à fait le même style de. C'est pas les mêmes d'acteur, pour pif. quoi. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur le film Iron Man. Douglas, j'ai lu dans la presse que tu raffolais des anecdotes, particulièrement quand elles sont croustillantes. Ah bon, d'accord. Là, je l'ai pas lu, mais ça permettait de faire mon intro. en fait. Ok, d'accord. Donc, Oui, j'ai complètement absolument. inventé ça. Oui, Oui, complètement, d'accord. complètement. Bien sûr, évidemment. Voilà, donc j'ai inventé ce truc. Belle source. Alors, on commence sur les chapeaux de roue, car figurez-vous qu'à la base, c'était Tom Cruise qui était censé interpréter le personnage de Tony Stark. Finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons d'agenda. Ça aurait été pas mal Tom Cruise en Iron Man, non? Peut-être que j'aurais préféré, ouais. Ah ouais. Ah ça, ouais. c'est pas content. Non, Tom Cruise en Iron Man, ça marche ou pas? Dans un autre délire, ouais. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal, non? Ça peut être le Tom Cruise, mais producteur dans Tonnerre sur les tropiques, justement, là. Là, ça aurait été bien, là. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il imite Joel Silver, le producteur. Exactement. Encore Dans une Tropic boucle. Thunder. C'est dingue. Alors, il faut savoir que le script n'était pas terminé lorsque le tournage a débuté. Il y a donc eu énormément d'improvisation sur le set, ce qui a eu le don d'énerver l'acteur Jeff Bridges, qui lui, en grand professionnel, a l'habitude de connaître mot pour mot son texte des semaines en avance. C'est vrai que je viens de y repenser. D'ailleurs, il est trop bien en show. Ouais, et je tout. l'adore. non, il est cool. Ouais, il est C'est génial. trop bien. Je me suis à la c'est- façon. Mais Bah, toi, d'ailleurs, c'est un méchant américain finalement. Ouais. C'est pas. Oui, c'est vrai. C'est un Ouais, c'est vrai. chef d'entreprise américain, le méchant du film. du coup, toi qui as joué la comédie, Douglas, est-ce que c'est chiant d'apprendre son texte? Moi, ça me ferait chier. C'est long et fastidieux. Ah ouais ouais. Bah, T'avais une technique ou pas? je m'enregistrais et j'écoutais le truc à répétition pour l'apprendre sans même m'en rendre compte en fait. Ça, c'est pas mal. Est-ce que t'étais du genre à bien apprendre à l'école, genre les poésies? Moi, c'est vraiment un truc, ça me saoulait à fond, quoi. J'arrivais pas, quoi. Ça me saoulait, je le faisais. Ouais. Ça me saoulait Toi, un peu. Guillaume, t'apprenais bien, toi, les C'est trucs possible comme parce qu'il y avait une image après. J'aime bien quand on me donne des trucs gratos. ça? Non, mais attends, mais tu parles du CP, là, je te parle Ah oui, de ouais. la 6e. Attends, quand est-ce que t'apprends des poésies après? Bah, je sais pas, en 6e, t'apprends un peu, je crois. T'avais une Il image, y a toi. pas de poésie Moi, j'avais une au gommette collège, facile. les gars. Mais t'étais dans quel collège, toi? Il y avait des poésies au collège? Bah, je crois. Ouais, ah bon? Au début. Non, je crois pas. Et toi, Aurélia? Moi, oui, non, par cœur, non. Non, mais c'est que m'emmagasine parfois, je plein vois des de trucs, pièces de mais, théâtre, je me dis, plante. comment tu fais pour retenir tout ça, même Mais les pavés d'Hamlet, etc. Ça dépend parce que, par exemple, moi, parfois, je peux écouter une chanson une fois et je la retiens par cœur. C'est bizarre. Ah ouais, Mais- par exemple, je suis nul, tu vois. J'écoute énormément de musique, je me rappelle jamais de rien. La seule chanson que je connais par cœur, c'est Nouveau Western de MC Solar. Ah, bravo, quel C'est texte. le seul truc. Et Donc, encore, je crois que je fais des trous dedans. J'avais lu une interview de Tarantino qui disait, le journaliste lui demandait qu'est-ce que tu détestes le plus sur un plateau. Il disait les acteurs qui arrivent et qui connaissent pas leur texte. Ça met la pression quand il dit ça. Mais en réalité, enfin, tu sais, on a l'impression que c'est fait comme ça, mais c'est comme la musique, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais un concert, bah, t'as 1 heure de musique, tu connais tous les morceaux, les arrêts, les trucs, les machins, etc. Ouais, c'est bah que de la rythmique, en fait, c'est pareil. Ouais, mais après, j'imagine qu'il y a encore des acteurs qui arrivent et qui connaissent pas forcément leur texte, quoi. Bah, apparemment, Depardieu, il apprend pas. Non, mais lui, il a une oreillette maintenant, apparemment. Ouais. Ah ouais Bah oui, mais- Balek. Je crois oui, qu'il il colle des post-it sur les Sur les fronts gens. de Il y en a qui ses font ça. partenaires. Oui, Ça, c'est je vrai. crois que Depardieu le fait. Hein. Oh shit. Ouais. Là, j'ai vu l'épisode réunion de Friends. Et dedans, je sais pas, vous l'avez vu ou pas? Non. Dedans, Ouais. on apprend que, vous voyez, dans l'appartement de Monica et Rachel, il y a une table et il y a souvent un plateau avec des fruits, etc. Et en fait, on apprend que Courtney Cox, elle collait toutes ses répliques sur les fruits. On pouvait pas les voir à la caméra. Et du coup, ses répliques étaient sur les fruits. Et du coup, c'est comme ça qu'elle avait son texte. Ouais. Et Apparemment, Matt elle Leblanc, lisait peu. Matt Leblanc, il voyait ça. Et un jour, il a fait une blague, il a enlevé tous les post-it juste avant de tourner. Et du coup, elle était en galère, quoi. Tu vois, elle connaissait pas son texte, quoi. Et elle était hyper vénère. Moi, je me demande un truc, c'est genre, sur les scènes là, quel est le niveau de l'improvisation? Tu sors vraiment le texte à 100% ou t'as quand même un petit truc Bah, je pense que c'est propre à chaque réal. Moi, c'est vrai que je m'attache pas à la virgule près, au mot près, donc je les ai laissés un peu aussi dire le texte à leur manière, mais je pense que ça dépend de chaque acteur, de chaque réal. Il y a des réals qui sont très attachés à la virgule près, au
ouais, là, c'est pas un point que j'ai mis dans le texte, c'est une virgule. Moi, je suis pas trop comme ça. J'essaye d'avoir juste un mood fidèle à ce que j'imaginais, mais voilà, ça dépend. Un jour, j'avais discuté avec Melville Poupeau et lui, il a tourné pour Rohmer. Et moi, je suis fan des films de Rohmer et j'en avais parlé. Et il me disait que Rohmer, c'était à la virgule. C'est-à-dire que si tu disais pas la bonne intonation au bon moment, la bonne virgule, comme tu disais, au bon moment, il te faisait tout recommencer à zéro. Il fallait vraiment respecter le texte à la ligne. Mais j'imagine que Benoît Poelvoorde, il peut être du genre à improviser. Ouais, complètement. Okay. Mais j'ai eu pas mal d'acteurs qui sont assez à l'aise, pas dans l'impro, mais dans le fait de se réapproprier le texte et de le faire à leur sauce quand même, quoi. Et t'avais une appréhension particulière avec des acteurs genre Benoît Poelvoorde, etc. Enfin, entre créa de premier film, est-ce que tu te dis, t'es un peu impressionné ou comment ça se passe? Non, l'appréhension, c'était plus de faire mon premier film, en fait. Global, quoi. C'était pas tant le travail des acteurs, c'était globalement de ne pas rater le truc et justement de réussir tous ces trucs de technique aussi, d'effets spéciaux, de scènes d'action. J'avais pas envie de me louper là-dessus, mais sur le travail avec les acteurs, j'étais assez en confiance et puis j'ai eu le temps de travailler avec eux, de les apprivoiser un peu, donc ça s'est bien fait, quoi. Je reprends les petites anecdotes. Avec plaisir, ouais. À un moment dans le film, on peut voir Tony Stark en train de réparer une bécane. T'en souviens, Guillaume, vu que tu l'avais pas longtemps? Le mécano. Eh bien, cette moto est la moto personnelle du réalisateur Jon Favreau. Petite info pour les amateurs de deux roues. On parlait de Jeff Bridges un peu avant. Un moment dans le film, on peut le voir jouer du piano. Et les plus fins mélomanes auront remarqué qu'il joue un air de Antonio Salieri. Ah, c'est ça. Et Antonio Salieri, c'était le grand rival de Mozart. Encore aujourd'hui, une légende à la peau dure, voulant que Salieri ait orchestré la mort de Mozart en l'empoisonnant au mercure, hypothèse qui, selon les historiens, est peu probable. Quoi qu'il en soit, si le personnage incarné par Jeff Bridges joue ce morceau de Salieri, c'est pour souligner le probable coup de traître qui va présager à l'encontre de Tony Stark. Voilà. C'est stylé, ça. Ouais, c'est cool. Marvel a proposé l'écriture du script. Ah, ça, c'est fou. Marvel a proposé l'écriture du script à une trentaine de scénaristes. Tous ont refusé, ne croyant pas vraiment au potentiel d'Iron Man, qui, pour eux, était un personnage obscur de l'univers Marvel. C'est finalement deux scénaristes débutants qui ont écrit le film. Leur tout premier film, il s'agit de Matt Holloway et Art Marcum, qui ont été aidés de Mark Fergus et Hawk Oatsby, qui eux avaient pour seule expérience l'écriture des Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón. Par la suite, ces jeunes scénaristes ont trouvé du travail en écrivant des films comme Transformers 5, Bumblebee, Uncharted, qui va sortir bientôt, ou encore le dernier Men in Black. Mais c'est vrai que quand Iron Man sort, c'est pas la star de l'univers Marvel, donc les scénaristes ils sont en mode. Mais il est quand même méga connu, Iron Man, non? Ouais, mais tous moins que les autres. Ouais, mais c'est vrai que à l'époque les stars c'était plus Spider-Man et les X-Men, et même dans les comics, c'est vrai que il y avait peut-être un truc où les Avengers, ils étaient un peu tous les membres des Avengers, à part Hulk peut-être, ils étaient un peu en retrait. Et là, c'est vrai que depuis Iron Man et évidemment le film Avengers, c'est devenu les stars, même devant Spider-Man, devant les X-Men, devant les 4 Fantastiques, devant tous les autres, quoi. Parce que c'est des vieux héros, en vrai. À la base, leurs histoires qui ont vraiment existé, c'était celles des années 50, tu vois. Alors que les X-Men, c'est un peu... Il y a eu des grands arcs dans les années 80, 90. C'était plus moderne, quoi. C'est vrai et finalement, les tout premiers héros créés par Stan Lee, les 4 Fantastiques, aujourd'hui, c'est ceux qui sont un peu tombés dans l'oubli, ça fonctionne pas. Ça galère. Moi, je suis dégoûté parce qu'en vrai, c'est dans cet univers-là qu'il y a le surfeur d'argent. Ouais. À chaque fois, je me dis putain, faut faire un truc et tout. Et ils ont réussi à le faire avec les Gardiens de la Galaxie, mais avec les 4 Fantastiques, ils ont pas du tout réussi. Ils ont fait jeunes, ils les ont fait plus vieux, ils ont fait. D'ailleurs, c'était le premier film qu'ils avaient prévu de faire, qui était catastrophique. Ouais. Pas d'effets spéciaux, les mecs en collant en latex. On aurait dit la série de Batman là. Et la chose qui est quand même une sorte de Hulk catastrophique. La chose, je l'adorais, je l'avais en figurine. Mais c'est vrai que dans les comics, les 4 Fantastiques, c'est la matrice de tout. Comme tu disais, c'est là qu'a été créé le surfeur d'argent, même Black Panther, même les Inhumains. Enfin, il y a. Parce qu'ils avaient compris ce truc de. On ramène d'abord des personnages dans une histoire que les gens ils comprennent et qu'ils connaissent pour voir si les personnages ils marchent. Et s'ils marchent, pouf, on fait une série avec eux, en fait. C'était des génies là-dessus. En fait, ils créent des univers. C'est comme des spin-offs des sitcoms, quoi. Ouais, mais ça veut dire que tu connais déjà le personnage et s'ils voient que les gens ils réagissent bien au personnage, allez, on lui crée ses propres histoires, tu vois. Mais t'as Galactus aussi, le dévoreur de monde, qui est un personnage génial. C'est incroyable quand ils ont créé ce truc, c'est là où je me suis dit genre vas-y, Kirby il est fou, c'est quoi ce délire, le mec il mange des planètes et il a un surfeur qui est autour de lui qui va aller faire le tour de l'univers pour trouver des planètes à bouffer. Mais surtout en parlant de Kirby, en préparant les infos, je pensais parce que du coup ces personnages, certains ont été écrits dans les années 50. Nous on était abreuvés de films à grand spectacle. Justement, tout à l'heure, tu parlais des films des années 80, les Terminator, tous ces films-là, Retour vers le futur, etc. On est vraiment abreuvés de ce qu'on peut appeler de pop culture, comme ça. Mais j'imagine un enfant dans les années 50
qui lit les comics d'Iron Man, de tout ça, ça devait être la folie, quoi. Quand t'es enfant dans les années 50 et qu'il n'y a encore rien autour. Tu sors des BD de cow-boy. Ouais, et que tu lis ça, c'est tellement nouveau, en fait, c'est tellement incroyable. Surtout qu'ils se sont vraiment mis dans le délire toute la science-fiction qu'il y avait à l'époque. Ils l'ont intégré en fait, c'était Kirby quand il dit, moi, je dessinais que des trucs d'extraterrestres, etc. Et au fur et à mesure, j'ai ramené tous ces univers-là dans les histoires de mes personnages, quoi. Une des raisons principales pour lesquelles Gwyneth Paltrow a accepté de jouer dans Iron Man, c'est la proximité entre sa maison et le studio de tournage. Il lui fallait seulement 15 minutes en voiture pour rejoindre le set, ce qui représentait pour elle un avantage puisqu'elle pouvait être avec ses enfants rapidement après la journée de tournage. Donc c'est une des raisons pour laquelle elle a dit oui pour Iron Man. C'est génial. Ça, c'est cool. Quand on arrive à dire oui juste pour ces raisons, c'est que t'as déjà percé depuis très longtemps. Ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. Tiens, à votre avis, combien pèse le costume d'Iron Man que devait porter Robert Downey Jr. sur le plateau ? 42 kilos. 42 kilos, Douglas ? Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Je pense que c'est lourd quand même. Ouais, ça doit être lourd. 72 kilos. 72 kilos. Très bien, il porte un homme, quoi. Mais Douglas, allez, 25 kilos. Et bien c'est Aurélien qui l'a 40 kilos. Voilà. Ça représente quoi 40 kilos? C'est combien lourd. Tu pèses, Aurélien, toi? Moi, je paye. C'est un enfant de 8 ans, kilos, quoi. moi. Non, Combien tu pèses? c'est la moitié de mon poids, je pense. Ouais, donc je on te pèse coupe en deux et donc on doit 70, 75, je pense. On doit porter la moitié du corps Un peu d'Aurélien moins de toute la la journée. moitié. Ouais, je rappelle que la moitié, c'est 80. Je vais peut-être te repeser, peut-être. je fais moins de 80. Ouais. 70, 75, ouais, bon. Non, je pense que je suis moins de 80 quand même. Mais je sais que j'ai les os lourds, mais quand même, je fais qu'un mètre 74, t'imagines le bordel. Je me souviens qu'aussi, j'avais lu une interview de Peter Weller, donc qui incarne Robocop, dans les 2 premiers Robocop, qui disait que c'était un enfer de porter le costume de Robocop. Tu m'étonnes. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait intégré un Walkman à l'intérieur du costume de Robocop, et que pendant les scènes d'action, il mettait à fond des chansons de Peter Gabriel pendant les scènes. C'était assez cool. Figurez-vous qu'en octobre 99, il a été proposé à Quentin Tarantino d'écrire et de réaliser Iron Man, parce que Iron Man, finalement, c'est un projet qui traîne dans les tiroirs des sociétés de production depuis 1990. Ah ouais. Ça faisait depuis des années qu'ils essayaient 18 ans qu'ils essayaient de réaliser ce film. Lorsque Tom Cruise s'est retiré de la course, c'est Nicolas Cage qui était envisagé pour jouer Tony Stark. Du coup, ça vous paraît crédible, Nicolas Cage en Iron Man ou... Ouais. Ah ouais. Franchement, le projet qu'il y avait sur lui en Superman, il était top. Hein. Moi, je pense que ça aurait été un super-héros, Nicolas Cage. Non, il est trop vieux, tu vois, mais... Ou alors un super-héros vieillissant, tu vois. Comme le Batman vieillissant là, de Dark Knight. Ouais. Franchement, Nicolas Cage, il pourrait, tu vois, ce délire un peu comme il a dans Bad Lieutenant, là. Et en plus, qui a vu le film Family Man avec Nicolas Cage? Ouais. C'est vrai. Franchement, dans ce film, au début, il a un rôle un peu genre mec méga blindé, un peu hautain, etc. Ouais. Tu vois, ça peut être un peu Tony Stark aussi, donc c'est pourquoi vrai, pas. c'est vrai. Et pour terminer, ce film marque la fin de carrière d'une légende, à savoir Stan Winston, une icône du maquillage et des effets spéciaux animatroniques, qui a travaillé entre autres sur Terminator, Alien, Jurassic Park, The Thing, Predator ou encore Vendredi 13. Une légende, comme je vous le disais, son dernier film à Stan Winston, qui est décédé quelques semaines plus tard. C'est fou. Il était en train de travailler sur Avatar et sur d'autres films. Et ça s'est terminé avec Iron Man. Et d'ailleurs, il a fait quoi sur Iron Man? L'armure, Ouais, il a dessiné l'armure, il a préparé tous les effets visuels qui n'étaient pas digitalisés. Le truc robotique, quoi. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, je vous invite à suivre Stan Sur Winston Insta. School sur Insta. Ouais, c'est très Il y a cool. plein d'insides de création de Jurassic Park, de plein de trucs comme ça tue, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment cool. Je vais y aller de ce pas. Ça manque un peu quand même ces effets visuels, ces maquettes, ces trucs faits à la main, etc. et tout, ce truc un peu palpable et tout, ça me manque un petit peu. C'est vrai. Ça On donne un peu approche. plus de corps. Ouais, c'est vrai. Récemment, j'ai vu une photo sur Twitter où en gros c'était je crois que c'est une scène de SOS Fantôme 2 où on voit la ville de haut et en fait c'est juste le grand méchant Marshmallow là avec les petites voitures. Dans une maquette, Ouais, et du coup c'est juste en fait. Après, tu peux pas faire Iron Man sans effets spéciaux, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben non, mais tu peux lier les deux d'ailleurs, ce qui a été fait. Tu vois. Ouais, qu'il y a un côté un peu mécanique, que ce soit pas que t'as des des réals effets. qui poussent vachement ça. J.J. Abrams, sur ses Star Trek et Star Wars, il se bat un peu pour qu'il y ait encore des créatures un peu réelles. Un mec comme... comment il s'appelle, le mec qui a fait District 9 Neil Blomkamp aussi, il essaye d'avoir ce truc un peu mécanique, animatronique et tout. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. D'ailleurs, quand J.J. Abrams avait fait Star Wars, il avait invité des gens sur le plateau, dont Kevin Smith.
Et Kevin Smith était revenu avec des photos en disant c'est réel, quoi. Je touche les décors, c'est là et tout, c'est pas digitalisé. Il était trop content, quoi. Tu vois, C'est donc pas c'est des vrai mecs que... dans un fond vert. Et puis, Non, mais moi, en fait, le fond vert, je suis pas contre. Tu vois. mais puis Jon Favreau, en fait, dans Mandalorian, du coup, il a fait un vrai Baby Yoda animatronique. Donc, finalement, lui aussi, il se bat pour ça, quoi. Non, j'avoue. Mais moi, je suis pas vraiment contre les effets visuels, etc. Parce que on a déjà parlé dans ce podcast, mais moi, quand je regarde les derniers La Planète des Singes, je trouve ça vraiment impressionnant, quoi. Et Ouais, je trouve que ça sert le film. Ouais, c'est dingue. Mais parfois, il y a des moments où juste mais c'est trop, quoi. parfois c'est trop. Et là, par exemple, dans Iron Man, il y a des scènes où je me dis, bon, ok, ça coûte moins cher, mais genre, il y a une scène où elle rentre dans un bureau, tu sais, le bureau, c'est que du fond vert. Je suis là, bon, bah ouais, mais pourquoi pas, mais ça se voit de ouf, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est le moment où ils sont entre les deux, tu vois. Moi, j'avais lu un truc là-dessus sur le fait qu'ils avaient attendu le bon moment pour lancer les super-héros. Stanley, il avait dit, genre, je lancerai pas une production totale de tout ça, j'achèterai pas les droits, donc j'aurais pas l'impression que les effets spéciaux peuvent aller où on veut aller avec les comics. C'est vrai que, tu sais, l'imagination du dessin, elle est énorme. Ouais, donc si c'est tu veux, sûr. tu es obligé de t'arrêter un moment. Et en fait, pour moi, c'est comme les effets spéciaux de Star Wars 1, 2, 3, là. Bah, Ils étaient à la limite, en fait. Justement, j'allais en parler. C'est un des grands regrets de George Lucas qui a toujours dit cette deuxième trilogie, je l'ai faite trop tôt, finalement. Bah ouais, fallait Ouais. attendre encore 10 ans, tu vois, je pense. Comme Mais là, Avatar, en revoyant- comme il a fait Cameron quand il attendait pour Avatar, je pense. En voyant Iron Man, franchement, ça a pas vieilli du tout. Hein. Non, Non, ça va. Non, c'est- les effets Parce que spéciaux, ils tuent, ouais. c'est le bon moment. Mais après, C'est, tu vois, c'est l'époque Avatar. les histoires de machines, ça marche mieux que tout ce qui est organique et tout. Dans Transformers, c'est ouf, quoi. Ouais. Je pense que c'est des effets spéciaux qui vieillissent moins que les trucs organiques de créatures et tout. Ouais, c'est plus dur à faire la nature. en Ouais, vrai, parce que hein. dans Star Wars, quand t'as des créatures qui volent, etc., tu le sens vraiment passer. Ou même les villes, tu vois. Je Même rappelle dans les- l'animation, hein, ils ont toujours dit que ce qui était le plus les dur à gargouilles faire, de c'est- Ghostbusters, regardez les gargouilles dans Ghostbusters. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est Même un en petit vrai. charme, tu vois. Ouais, ça Même en vrai, le fantôme, mec, dans la bibliothèque et tout, là. Oh, non, bouffe non, tout. c'est cool, ça. Non, va. c'est Ouais, cool, mais ça. bref, Ça va. c'est sympa parce qu'on l'aime bien parce qu'on le connaît depuis qu'il est tout petit. mais bon. Tu sais, quand ils sont là en train de faire ça, bah, ça se voit qu'ils se battent dans le zef avec une mouche. Ouais, mais bon. Et pas du tout là, bouffe tout. Les gargouilles, elles sont terribles. C'est horrible. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question, et je suis content de poser cette première question parce que ça fait des mois et des mois qu'on Qu'on a demande la aux même invités réponse. le dernier film que tu as vu au cinéma. Et Et répondre comme il y avait Tenet. les cinémas fermés, bah, c'était que Tenet à chaque fois. Et là, j'imagine que tu es allé au cinéma dernièrement, Douglas. Le dernier Ouais, film que le tu as vu au dernier film cinéma. que j'ai vu, c'est Sound of Metal. Et j'ai pris une très énorme bien. claque. Quel film? Je crois que c'est ma première vraie grosse claque depuis la réouverture. Trop bien. L'acteur, le sound design, l'histoire, c'est hyper immersif, hyper émouvant, très fort, très fin dans l'écriture. J'ai trouvé ça formidable. Et d'ailleurs, c'est un Français qui fait le son sur Ouais. ce film. Et je trouve qu'il n'est pas assez distribué, ce film, dans les ciné, en tout cas parisiens. Parce que je sais qu'il passe au Mais il y public. a une sorte de j'ai pas fausse vu encore. sortie parce qu'il était un peu ressorti quand ça a rouvert vite fait. Finalement, il devait sortir est sur resté- Prime Video aussi. Ils ont fait un peu nimp. Ouais. Mais franchement, allez le voir, il est incroyable. Ouais, c'est vrai. T'as Pour vu le d'autres coup, films récemment au c'est ciné, vraiment un film à voir en salle pour l'expérience sonore. C'est vrai. T'as vu d'autres films au cinéma? Ouais, j'ai vu plein de trucs. Qu'est-ce que Ouais. j'ai vu Sans un bruit 2, j'ai vu... T'as aimé? Moi, j'ai bien aimé Sans un bruit 2. j'ai bien aimé, mais je préfère le premier quand même. Je trouve ça cool ce qu'il a créé avec l'univers Sans un bruit, quoi. Ouais, j'ai vu plein de trucs. J'ai vu D'où l'on vient, là, le film, la comédie musicale. Ah ouais, j'ai c'est un bien peu ça. tout, j'ai un peu tout vu. Ouais, c'est cool. Ouais. d'Hamilton, Ouais, là, ouais, genre, ouais, c'est cool. qui se passe dans le Bronx, là, enfin, genre. Ouais. Le dernier film que tu as vu via une plateforme. J'ai vu là sur OCS, je l'avais jamais vu. J'ai découvert Jungle Fever de Spike Lee, Ok. Ouais. qui est très cool. Et Wesley Snipes dedans, il défonce. On oublie, je trouve que c'est un acteur. C'est vrai. À cette époque-là, il est trop à cette fort. époque-là, c'est un acteur de ouf. Ouais. Quoi. Il sait tout faire. Enfin, il est vraiment très très fort. La dernière série que tu as regardée. C'est sur Netflix, la saison 3 de Master of None. Ok, Master cool. of None, Moments in Love, c'est une sorte de spin-off de la série principale, centrée sur un personnage un peu secondaire des 2 premières saisons. Et c'est vraiment très cool, très, très émouvant Très aussi. triste. Ouais, c'est triste. Ouais, j'ai triste. pas réussi à suivre. Ah ouais, pas le deuxième moi, épisode. j'ai trouvé ça J'ai trouvé très, ça très beau, émouvant. mais Et très... c'était. Je pense que j'étais pas dans le mood, moi. Tu sais, de base, j'étais là, genre. vas-y. Mais va au bout parce que ça finit. Enfin, la fin est cool. Pas vu la fin. Mais surprenant d'ailleurs par rapport aux 2 premières saisons. quoi. Ouais, c'est vraiment à beaucoup part, plus indé, beaucoup plus. Ceux qui ont aimé les 2 premières saisons, ils vont Ouais. pas forcément Ouais, je suis aimer assez ça. d'accord avec ça. Aziz, il a eu des petits problèmes. Hein. Ouais. Il est obligé de changer de fusil d'épaule. Il s'est mis un peu en retrait, ouais. La dernière chanson que tu as écoutée. En ce moment, j'écoute vachement l'album de mon petit frère qui sort son premier album Ok. là au mois d'août. Il s'appelle Alfred. Je crois que le premier single d'ailleurs sort le même jour que mon film, là, le 9 juillet. Ok, Trop cool. bien. C'est Le quel dernier- style?
C'est un mélange de pop et de rap. Ok. Voilà. Le single qui sort là, il s'appelle J'y repense. En ce moment j'ai pas besoin d'amour. Dans la mini tomate et marre. Viens je t'invite dans ma demeure. Viens faire un tour, tu vas rentrer tard. Et voilà. C'est vraiment très cool. Bon, après, c'est mon frère, donc c'est un peu biaisé, mais il y a un truc assez nouveau là-dedans que je trouve vraiment charmé. C'est comme quand ta mère elle te dit ah c'est trop bien ce que t'as fait. T'étais là genre bon ok merci maman mais tu vois t'as envie que ce soit d'autres personnes qui disent ouais c'est trop bien. C'est ça. Le dernier livre que tu as lu? Là, je suis en train de lire un livre sur le film Speed Racer, qui est il y a un bouquin qui est sorti sur Speed Racer et sur l'univers des Wachowski plus largement. C'est très très cool à lire. C'est très très technique, mais c'est hyper intéressant. Les effets spéciaux de Speed Racer à l'époque, ils étaient quand même incroyables. Ouais. On se rendait pas compte. Hein. La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu? Là, je suis en train de relire aussi. Je lis plein de trucs. En même temps, je relis une BD super longue en 10 tomes qui s'appelle Fable, sur l'univers des personnages de contes qu'on connaît, Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, le grand méchant loup, qui sont exilés dans le monde réel, qui sont en fait chassés de leur royaume par un adversaire et qui donc vivent dans notre monde à nous un peu clandestinement et qui vont petit à petit regagner leur royaume. C'est hyper cool et c'est une sorte de réinterprétation des un peu plus adultes des personnages un peu enfantins qu'on connaît, quoi. C'est marrant, ça me fait un peu penser au script d'un film des années 80 qui s'appelle Monster Squad, où en gros il y a plein de personnages de l'univers Universal Horror qui arrivent dans le monde réel. Donc t'as Frankenstein, Dracula, et en fait ils évoluent dans le monde réel d'un coup, quoi. Le dernier objet culturel que tu as acheté? Ça peut être un livre ou pas? Ouais, ça peut être. J'ai acheté le premier roman d'Oxmo Puccino. Il a écrit un roman pour enfants. Je l'ai pas encore lu, mais qui s'appelle Les Réveilleurs de Soleil. Ça a l'air très cool, un peu ambiance Le Petit Prince. Et puis il écrit trop bien, donc je pense que c'est cool. Et enfin, le dernier artiste que tu as suivi sur Insta ou Twitter? Je suis un dessinateur de comics qui s'appelle Joe Quinones. Ouais, trop fort lui. Tu connais? Ouais, il fait Howard the Duck. Ouais, et il prépare la suite des 2 Batman de Burton en BD. Donc en fait, comme si ceux de Schumacher n'existaient pas, en fait, il reprend à la fin de Batman Returns et donc le double face, le Harvey Dent que tu vois dans le premier film, qui est joué par comment s'appelle cet acteur qui joue Lando Calrissian aussi. Je me rappelle jamais de son nom. Voilà, il reprend tout l'univers des 2 premiers films des Burton et ils vont continuer en gros l'histoire des 2 premiers Batman. Du coup, Batman est dessiné avec la tête de Michael Keaton et tout, c'est assez cool. Ouais, il y a toutes les épreuves. J'ai suivi aussi sur Twitter, il a mis tous ses dessins préparatoires. Tu commences à voir le truc. Et d'ailleurs, Michael Keaton qui va reprendre son rôle de Bruce Wayne bientôt. Ouais. Ah ouais? Ouais, ça c'est fou. Dans le film Flash. Ouais. Le film Flash, c'est un truc un peu avec un multivers où il va y avoir Ben Affleck, Michael Keaton, tous les Batman de tous les univers et tout. Et quand ils ont dit genre, les gars, c'est bon, on ouvre le multivers dans tous les films, c'est n'importe quoi. Dans les Spider-Man, dans le truc, ça y est, c'est parti, quoi. C'est qui le meilleur acteur qui a interprété Batman? Il y a toujours un petit débat là-dessus. Adam West. Ouais, moi j'adore le Batman du dessin animé, donc la voix de Kevin Conroy. Ouais, c'est vrai. Et donc Richard Darbois en français, moi ça a fait toute ma Richard, c'est Darbois qui l'a fait. Ouais. Quelle voix? Justement, quand je revoyais, parce que je me suis refait tout l'Indiana Jones du coup, et je les ai matés en français. Et la voix de Darbois. Alors déjà, c'est assez particulier parce que les 3 premiers Indiana Jones, il s'avère que c'est 3 doubleurs différents pour Harrison Ford. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Et en fait, on se dit pas ça quand on repense au Indiana Jones, mais c'est 3 mecs différents qui font Indiana Jones. Il y a Darbois et 2 autres dont j'ai oublié les noms. Et quand on écoute Darbois, on se dit, putain, mais quelle voix! Je pense que c'est vraiment le boss des voix, des doublages, quoi. C'est lequel qui dit sa place est dans un musée? Attends, c'est dans lequel celui-là? C'est dans le 3, je crois. Non, c'est dans le 3 parce qu'en fait, quand il y a River Phoenix au début, il dit ça, puis après il le redit, je crois. Donc c'est Richard Darbois, tu vois. Okay. Ce podcast est désormais terminé. Douglas, est-ce que tu peux nous en dire plus ton actu? Alors l'actu immédiate, c'est la sortie de ton film demain, mais à côté de ça, est-ce que tu peux nous en dire plus sur des choses qui vont peut-être arriver prochainement? Je commence à bosser sur mes futurs projets. J'ai un projet de série que je devrais annoncer dans pas trop longtemps. Cool. Et puis je bosse sur mon 2e film aussi. Voilà, tout ça est un peu en gestation, c'est le début, mais j'espère annoncer des trucs très prochainement. Qui sera un film de baston. De baston, ouais. Un film de baston, ce sera le John Wick français. Voilà.
s'appelle John Dupont. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui est le dernier de la saison. On se retrouve à la rentrée en septembre et comme l'année dernière, on débutera avec un épisode qui aura comme invité 2 d'entre vous qui nous écoutez. Je ferai bientôt une annonce sur mon Insta, tel son de clic, pour que vous puissiez participer. En attendant, on vous conseille de voir le film de Douglas qui sort demain sur Netflix et de voir ou de revoir Iron Man. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on vous souhaite de très bonnes vacances d'été et on a hâte de vous retrouver pour une nouvelle saison de podcast. Ouais. À bientôt tout le monde. Yeah, Salut.